Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du journal télévisé sur Télé Sud. Sans plus tarder, les titres de cette édition. À New York, à partir de ce mardi, plus d'une centaine de dirigeants du monde se succéderont à la tribune des Nations Unies. Guerre en Ukraine, catastrophe climatique, insécurité alimentaire. Ce grand rendez-vous diplomatique éprouvé par des divisions profondes s'est ouvert hier. En Somalie, au milieu d'une famine mortelle, des mères amènent leurs enfants affamés dans des centres de distribution alimentaire à Mogadiscio. Le pays connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans, après l'échec des saisons de pluie depuis fin 2020 qui a anéanti les cultures et le bétail. Nous en parlons dans cette édition. Puis en Côte d'Ivoire, alors que les élèves ont repris le chemin des classes hier, les autorités du pays sont plus que jamais déterminées à rehausser le niveau des apprenants avec une mesure qui consiste à exclure en fin d'année les élèves qui auront moins de 8,5% de moyenne. On débute donc cette édition avec l'Assemblée générale de l'ONU qui a commencé depuis hier à partir de ce mardi. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement vont se succéder au pupitre des Nations Unies. Guerre en Ukraine, catastrophe climatique, insécurité alimentaire. Ce grand rendez-vous diplomatique annuel se déroule sur fond de crise et de profonds clivages. Mathieu Nicolas. Après 2 sessions perturbées par la Covid-19, la session de l'Assemblée générale de l'ONU retrouve sa formule traditionnelle. Mais ce retour à la normale se déroule sur fond de guerre en Ukraine et des divisions profondes qu'elle suscite. Cette année, l'Ukraine occupera une place très importante dans le programme, c'est inévitable. Il y a beaucoup d'autres problèmes, nous le savons, mais la guerre en Ukraine a provoqué des ondes de choc dans le monde entier. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra par visioconférence grâce à une autorisation votée la semaine dernière par les États membres. Cette autorisation exceptionnelle a logiquement provoqué la colère de Moscou qui y voit la politisation d'une question procédurale. Mais elle pourrait agacer aussi une importante cohorte de pays lassés de voir le monde occidental ne s'intéresser qu'à la guerre en Ukraine, aux dépens d'autres crises tombées aux oubliettes. Pour nous, il ne s'agit pas de choisir entre l'Ukraine et les autres pays. Nous pouvons tout faire en même temps. Nous nous soucions de l'Ukraine et nous nous soucions du reste du monde. Et c'est ce que nous ferons au cours de cette semaine critique en profitant de cette opportunité. Nous devons continuer à repousser la propagande russe et son récit trompeur. Les pays du Sud dénoncent une politique à 2 vitesses et estiment que d'autres conflits en Palestine, au Yémen ou encore au Tigré et en RDC sont occultés. Le président français Emmanuel Macron, qui doit prendre la parole ce mardi en milieu de journée, va insister sur la nécessité de prévenir la fracturation entre pays du Nord et du Sud, selon l'Élysée. Mais des clivages s'observent également sur d'autres dossiers, notamment celui du changement climatique. Les pays pauvres, en première ligne des impacts dévastateurs d'un réchauffement dont ils ne sont pas responsables, se battent notamment pour que les pays riches tiennent enfin leurs promesses d'aide financière. Au-delà du conflit russo-ukrainien, la question du climat occupera également une place importante dans les débats de cette 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, un sommet extraordinaire de la CEDEAO se tiendra jeudi pour aborder la question de la détention des 46 soldats ivoiriens accusés par Bamako de tentative d'atteinte à l'intégrité du territoire malien. Abidjan dénonce un chantage inacceptable au détriment de la libération de ces soldats et avait sollicité la tenue dans les meilleurs délais d'un sommet de l'instance sous-régionale. La junte malienne, de son côté, avait mis en garde la CEDEAO contre toute instrumentalisation. Toutes les 4 secondes, une personne meurt de faim dans le monde. C'est une estimation de plus de 200 ONG qui demandent aux dirigeants mondiaux réunis à New York d'agir pour stopper la crise mondiale de la faim. Pour aboutir à cette estimation, ces ONG se sont appuyées sur le dernier rapport du Réseau mondial sur les crises alimentaires créé en 2016, entre autres par
le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Parlant toujours de la faim en Somalie, au milieu d'une famine mortelle, des mères amènent leurs enfants affamés dans des centres de distribution alimentaire à Mogadiscio. Le pays connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans, après l'échec des saisons des pluies depuis fin 2020 qui a anéanti les cultures et le bétail. Mathieu Nicolas pour plus de détails. Après 4 saisons de pluie défaillantes et une 5e qui s'annonce similaire dans quelques semaines, la Somalie s'enfonce inéluctablement dans la famine. Dans le pays, près de 7,8 millions de personnes sont affectées par la sécheresse, soit la moitié de la population. Une situation qui inquiète énormément l'ONU. Le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires, Martin Griffiths, craint que la famine affecte d'autres pays. Un schéma similaire se reproduit dans chaque contexte. Civils tués ou blessés, les familles déplacées de force des terres dont elles dépendent pour leur subsistance et leur nourriture, restent explosifs de guerre perturbant l'accès des populations au marché, à la production agricole et à la génération de revenus. Infrastructures civiles et équipements essentiels à la sécurité alimentaire des populations volées, endommagées ou détruits, stocks alimentaires pillés, bétail tué. 730, c'est le nombre d'enfants morts de faim dans des centres de nutrition entre le mois de janvier et juillet en Somalie. Des chiffres accablants qui sont la conséquence de nombreux facteurs. Les conflits, l'impact du changement climatique, mais aussi, selon l'ONU, la montée des inégalités qui ont été exacerbées après le Covid-19. Le manque d'eau nous a fait fuir. Pour obtenir un jerrycan d'eau, il faut marcher pendant 2 heures et avant de pouvoir revenir pour le suivant. Le soleil est déjà couché et il n'y a personne pour nourrir les enfants. Sans une action urgente, l'état de famine se propage dans les pays voisins. Pour le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, la situation est désastreuse. La famine, cette année, est pire qu'en 2011. Une famine qui avait causé au moins 260 000 morts, dont plus de la moitié étaient des enfants. En Côte d'Ivoire, les élèves ivoiriens ont repris cette semaine le chemin de l'école avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Pour rehausser le niveau des apprenants, les autorités remettent à l'ordre du jour une mesure qui consiste à exclure en fin d'année les élèves qui obtiendront moins de 8,5 de moyenne. Les explications avec Adiata Angoïba. Rehausser les niveaux des élèves, voici la préoccupation du ministre ivoirien de l'Éducation nationale. À l'occasion de cette nouvelle année académique, une ancienne règle rentre en jeu. Tout élève ayant moins de 8,5 de moyenne sera exclu en fin d'année. Une mesure que certains élèves accueillent plutôt bien. Cela nous amènera, nous les élèves, à redoubler d'efforts afin de garder le niveau en classe. En redoublant d'efforts, ça nous permet aussi d'acquérir plusieurs connaissances. Cela nous permet de revaloriser l'école ivoirienne et nous permet de suivre une bonne formation en classe. Cette mesure est une bonne mesure, ça va aider les élèves et va les amener à travailler plus, à redoubler d'efforts, à travailler plus pour avoir de bonnes moyennes. Pour la ministre de l'Éducation Mariatou Kone, cette mesure n'est pas nouvelle et elle vise à inciter les élèves au travail. C'est une mesure qui existe depuis les années 70. Ce n'est donc pas une nouvelle mesure. Chaque année, nous rappelons cette mesure de routine afin que les élèves sachent qu'ils doivent lutter contre la médiocrité, bien travailler pour pouvoir passer en classe supérieure. Pour rassurer les parents, 1, ce n'est pas une mesure nouvelle. 2, les élèves qui éventuellement sont exclus de l'établissement, mais pas du système scolaire. Donc il n'y a pas de décrochage scolaire puisque nous avons des passerelles entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans les quartiers populaires d'Adiamé au cœur d'Abidjan, c'est l'effervescence au devant de petites boutiques de fournitures scolaires. Le sujet revient sur toutes les lèvres des parents d'élèves. En Côte d'Ivoire, l'éducation a pris un coup, un véritable coup. Nos enfants, ils sont dans les classes élevées et ils n'ont pas le niveau. Ils n'arrivent même pas à écrire les noms, écrire des phrases même
qui sont élémentaires. Et là, ça nous inquiète. Mais je pense qu'avec cette mesure, ça va emmener nos enfants à travailler. Selon Claude Kadio-Aka, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, les élèves exclus ne doivent pas être à l'abandon. Leur réinsertion bénéficierait au développement du pays. Que l'État de Côte d'Ivoire puisse penser à ces enfants-là qui ne pourront pas suivre en les insérant dans le tissu social par le truchement de l'enseignement technique, par exemple, ou dans des petits métiers de maçon, de forgeron, je sais pas moi, en tout cas tous les petits métiers que nous connaissons. Et donc il faut les insérer, il ne faut pas vraiment surtout les laisser pour compte. Pour compte parce que tous les enfants, à mon sens, sont utiles pour le développement d'un pays. Ces 2 dernières années, le taux de réussite au bac tourne autour des 30%, contre 45% les années précédentes. Mercredi dernier, le gouvernement avait annoncé la distribution gratuite de 6 millions de manuels scolaires et 5,3 millions de kits de fourniture, ainsi que la mise à disposition de 167 000 tables pour le bon déroulement de l'année scolaire. Tout comme la Côte d'Ivoire, le Gabon a également fait sa rentrée scolaire hier. Et cette année, les autorités du pays ont décidé de renforcer l'apprentissage de l'anglais dès l'école primaire pour permettre une meilleure assimilation de la langue par la jeunesse qui représente l'élite du pays. Muriel Ndoyenguene et Joël Tatou. L'apprentissage de la langue anglaise désormais accentué dans les établissements scolaires du Gabon. La décision du chef de l'État, Ali Bongo, qui entend susciter la vulgarisation de la langue de Shakespeare dans son pays, est vivement saluée et déjà appliquée à la lettre. Il faut l'avouer, l'anglais est enseigné depuis des lustres, mais la pratique est très rare. Donc peut-être nous disons qu'avec cette initiative, ça fera que nos enseignants renforcent encore plus la pratique de l'anglais et ça pourrait susciter de l'engouement auprès de nos apprenants. Dès le démarrage des cours il y a 2 semaines, plusieurs établissements scolaires s'attellent à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce challenge. Entre l'ouverture des clubs d'anglais, les bibliothèques, il y a aussi la méthode d'enseignement qui compte pour les apprenants. Depuis la 6e, nous avons l'initiation à l'anglais et hormis cela, nous avons une bibliothèque, un centre de documentation dans lequel nous partons nous approfondir. La difficulté, c'est le plus souvent au niveau de la façon dont les cours sont dispensés. Les enseignants dispensent différemment. Nous préférons plus les enseignants femmes car elles sont vraiment, disons, douces au niveau de l'apprentissage et doucement. Par contre, les hommes sont rigoureux et ça ne rentre pas bien. De l'avis de tous, la décision du chef de l'État est claire. Le Gabon fait désormais partie de la grande famille du Commonwealth et de ce fait, l'anglais devient indispensable. Le Gabon fait déjà partie du Commonwealth, donc les Gabonais, n'est-ce pas, sont obligés de parler l'anglais. Les Gabonais sont obligés de parler l'anglais. Nous devons retrouver l'anglais partout. Partout, là où il y a du français, l'anglais doit être à côté. Et puis ça va permettre aux gens de comprendre facilement. Tu pars à un endroit où la porte elle est fermée, ou soit ouverte, on va trouver open, on va trouver close, ou encore on va trouver ouvert ou fermé. Mais c'est au fur et à mesure comme ça que les gens pourront facilement apprendre la langue. Et pour des résultats probants, le ministère en charge de l'éducation s'est voulu pragmatique en augmentant le nombre d'enseignants d'anglais de cette rentrée des classes 2022-2023 pour l'atteinte du but visé. Le Royaume-Uni a enterré sa reine Elisabeth II ce lundi. De nombreux chefs d'État ont participé aux obsèques. Parmi eux, le chef de la junte soudanaise, le général Al-Bourhan, dont la présence à cette cérémonie passe mal auprès de ses compatriotes qui, depuis son putsch du 25 octobre, manifestent chaque semaine pour un retour des civils au pouvoir. Des manifestations qui sont réprimées violemment par le pouvoir. Pour les Soudanais, l'invitation aux obsèques de la reine Elisabeth se lit comme une normalisation du général putschiste à l'étranger. Les obsèques de la reine Elisabeth, on en parle encore. En Australie, l'événement a suscité de nombreuses réactions. Certains habitants de Sydney se disent subjugués par le service funèbre. On les écoute. I think the pomp and ceremony was nothing short of
Je pense que la cérémonie était tout simplement magnifique à regarder. Je veux dire, c'était juste une incroyable réalisation. Et quand vous pensez qu'ils se sont entraînés en coulisses pendant toutes ces années et je ne pense pas que ça s'est passé sans heurts. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'erreurs cachées ou quoi que ce soit. Alors j'ai de la compassion pour cette femme. C'était très douloureux. Elle représente beaucoup pour moi et ma famille en tant qu'immigrant vietnamien en Australie. Passons maintenant au reste de l'actualité commentée par Valentine Exontus et montée par Marie Galceran. En France, le tribunal correctionnel de Paris a condamné 3 policiers à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire. Les faits remontent au 6 mars 2015. Amadou Koumé, un père de famille de 33 ans, en pleine crise de démence, est interpellé par des policiers à la gare du Nord. Il décédera quelques temps plus tard. L'enquête révèle que son décès est une asphyxie mécanique lente provoquée par 2 clés d'étranglement et à son maintien au sol plus de 6 minutes sur le ventre, les mains menottées dans le dos. L'accusation avait requis en juillet dernier 1 an de prison avec sursis à l'encontre de chacun des 3 policiers. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a promulgué un nouveau code pénal qui abolit la peine de mort dans le pays. Annoncé lundi à la télévision nationale, qualifiée d'historique, la nouvelle de l'abolition de la peine de mort, jusqu'ici en vigueur dans le pays, a été relayée par le vice-président du pays sur son compte Twitter. Selon Amnesty International, la disposition entrera en vigueur dans les 90 jours suivant sa publication au bulletin officiel de l'État. La dernière exécution officielle en Guinée équatoriale remonte à 2014, mais le régime est régulièrement accusé par les ONG internationales de disparition forcée, détention arbitraire et torture. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, ne croit pas que la pandémie de Covid-19 soit terminée. Nous n'y sommes pas encore, c'est ce qu'il a déclaré. Le directeur général de l'OMS reconnaît tout de même que la fin du Covid-19 reste à portée de main. Le nombre de décès du Covid d'environ 10 000 personnes par semaine dans le monde est au plus bas depuis mars 2020. Mais l'OMS préconise de poursuivre la vaccination des personnes fragiles, âgées, ainsi que des soignants, mais aussi d'accentuer les efforts de dépistage pour ne pas risquer de voir apparaître plus de variants du virus. Les autorités pro-russes de plusieurs régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine ont annoncé mardi la tenue d'un référendum d'annexion par la Russie du 23 au 27 septembre. Une escalade majeure dans le conflit russo-ukrainien. Ces scrutins auront lieu dans les régions de Donetsk et de Lugansk, dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance peu avant de lancer son offensive contre l'Ukraine en février dernier, ainsi que dans les zones sous occupation russe dans la région de Kherson. Le président Vladimir Poutine a accusé mardi l'Union européenne de bloquer le don de 300 000 tonnes d'engrais russes aux pays pauvres. Moscou se plaint d'obstacles aux exportations de la part des Occidentaux. Je vous propose d'écouter ces déclarations du président russe. Et dans ce contexte, le comble du cynisme, c'est que même notre proposition de transférer gratuitement 300 000 tonnes d'engrais russes vers les pays dans le besoin, qui ont été bloqués dans les ports européens en raison des sanctions, n'est toujours pas reçu de réponse. Il est compréhensible qu'ils ne veulent pas donner de bénéfices à nos entreprises, mais nous voulons donner au moins gratuitement aux pays dans le besoin. Non, et il n'y a pas de réponse à cela. C'est tout pour cette session d'information sur Télésud. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.